À l'hôpital Necker de Paris, la petite Caroline sort avec succès d'une opération du pancréas. Mais quelques jours après, la fillette de 9 ans rechute et les médecins font une incroyable découverte. Elle aurait été empoisonnée par des médicaments. Ça reste pour moi certainement le plus affreux, le plus horrible souvenir de toute ma carrière médicale. Accident médical ou acte criminel froidement prémédité? Enquête au cœur de l'hôpital. Les employés d'un grand hôpital du sud de la France sont touchés les uns après les autres par un mal inconnu. Médecins, infirmières et sages-femmes s'évanouissent sans explication. Plus de 630 employés sont infectés. Il y a un moment où ça tombe comme des mouches, très clairement. Et c'est ce qui fait peur. On se demande bien d'où ça vient. Acte de vengeance contre cet hôpital ou grave épidémie? Comment le personnel hospitalier va-t-il sortir de ce cauchemar? Retour sur des événements inquiétants. Ostréiculteur réputé, Christophe est plongé en plein drame. Son entreprise vient de partir en fumée devant ses yeux. Peu d'indices, mais quelqu'un semble en vouloir à ce patron, pourtant apprécié de tous. Si en fait la personne peut essayer de battre son concurrent d'à côté, il le fera. Dans la petite cité balnéaire, les habitants vivent en pleine paranoïa. Qui a décidé de transformer la vie de Christophe en enfer? Retour sur une enquête qui a bouleversé tout un village. Au cœur de Toulouse, un vieillard appelle au secours de sa fenêtre. Mais quand les pompiers pénètrent dans son appartement, c'est une vision d'horreur. Au milieu des tonnes de déchets, ils aperçoivent le corps d'un homme sans vie. À ce moment-là, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce qu'il y a un crime de sang? Qu'est-il arrivé à cette victime? Retour sur un drame sordide. À l'hôpital Necker, en plein cœur de Paris, la petite Caroline subit une opération du pancréas. C'est un succès. Mais quelques jours après, l'impensable se produit. La petite fille retombe malade de façon incompréhensible. Elle a rechuté au 5e jour. Elle a refait des crises d'hypoglycémie gravissimes. Cette rechute n'est que le début d'une longue série. L'enquête des médecins va révéler l'inimaginable. La fillette de 9 ans aurait été empoisonnée par des médicaments. Ça reste pour moi certainement le plus affreux, le plus horrible souvenir de toute ma carrière médicale. Un simple accident, une overdose de médicaments, ou s'agit-il d'un acte criminel froidement prémédité? Enquête au cœur de l'hôpital. Nous sommes à Paris au mois d'août 1990. Cet été-là, les médecins de l'hôpital Necker, enfant malade, doivent faire face à un cas incroyable. Celui de Caroline, cette petite fille de 9 ans. L'affaire a commencé une semaine plus tôt. La petite patiente est admise pour une intervention dans l'abdomen, sur le pancréas. Une opération supervisée par le professeur Saudubré, un éminent spécialiste. L'intervention dure 3 heures et au bout du compte, Caroline est sauvée. Pour le professeur, l'opération est réussie. C'est parfait, le chirurgien a enlevé bien ce qu'il faut, juste ni trop ni trop peu, c'est très bien, donc a priori, c'est un succès. Pourtant, l'histoire de cette petite fille va connaître un terrible rebondissement. Au bout de quelques jours en pleine forme, Caroline est sur le point de sortir de l'hôpital, quand soudain, l'impensable survient. Subitement, l'enfant est pris de violentes convulsions. Alors que l'opération a toujours donné 100% de réussite, Caroline, elle, retombe gravement malade. Le professeur Saudubré doit même réanimer l'enfant en urgence. En 30 ans de carrière, le professeur n'a jamais vu ça. On ne comprenait absolument mais plus rien du tout, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Pourquoi l'éminent professeur ne parvient-il pas à guérir la petite fille? Quelques heures plus tard, en analysant le sang de Caroline, le médecin découvre un résultat effroyable. La petite a été empoisonnée par une substance injectée dans ses veines.
Ils font analyser de manière un petit peu plus poussée et ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas d'origine biologique mais médicamenteuse. Mais qui a pu s'en prendre ainsi à la petite fille malade? S'agit-il d'une dramatique erreur médicale? Ou est-ce clairement une tentative d'assassinat? Un ange de la mort rôde-t-il dans les couloirs de l'hôpital? Pour le professeur, les médecins et les policiers aussitôt avertis, c'est le début d'une incroyable enquête qui va tenir la justice en haleine pendant 5 ans. À l'hôpital Necker, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Pour la première fois, une patiente, une petite fille de surcroît, a peut-être été victime d'une tentative d'empoisonnement au sein même de l'hôpital. Caroline est d'ailleurs dans un état critique. Aussitôt, les policiers parisiens de la brigade de protection des mineurs sont chargés de l'enquête. Dès leur arrivée, ils vont interroger le professeur Saudubré sur le fil des événements. C'est un mois plus tôt qu'il entend parler pour la première fois de cette petite fille. Ce jour-là, le professeur reçoit un appel téléphonique d'un collègue du CHU de Strasbourg où Caroline est hospitalisée depuis plusieurs semaines. J'ai reçu un coup de téléphone d'un collègue de Strasbourg. Il voulait avoir avec moi une conversation téléphonique avec des parents qui exigeaient de lui que leur enfant soit transféré en urgence à Necker pour être opéré du pancréas. Ce collègue lui passe les parents de Caroline au téléphone. Liliane et Kader sont exaspérés. Malgré l'hospitalisation à Strasbourg, depuis 1 mois, leur petite fille est toujours malade. Au bout du rouleau, ils ont décidé de faire appel au professeur Saudubré, un spécialiste mondialement reconnu qui exerce à Necker, la référence des hôpitaux pour enfants. Dès le lendemain, la petite Caroline arrive dans l'hôpital parisien, accompagnée de sa maman. Je suis allé voir l'enfant tout de suite, qui était une jolie petite fille, pâle et complètement figée, qui était là, calme, extrêmement calme, qui n'avait pas l'air inquiète, mais qui était muette, enfin figée, complètement figée. Le professeur ne se doute pas qu'il vient de plonger dans une histoire insensée, la plus incroyable de toute sa carrière. Pour commencer, Saudubré rassure Liliane. Sa fille souffre du pancréas, un organe essentiel qui régule le taux de sucre dans le sang. Pourtant, la chirurgie n'arrivera qu'en dernier recours. En effet, il existe un traitement pour guérir Caroline, un médicament qu'il va aussitôt tester sur l'enfant. Et les premiers résultats sont très encourageants. Elle a répondu magnifiquement bien dès le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. C'est un miracle. Après des semaines d'hospitalisation, la petite fille va beaucoup mieux. Une amélioration si spectaculaire que le professeur envisage déjà sa sortie de l'hôpital Necker. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Saudubré part en vacances, rassuré et confiant. Mais il est loin d'imaginer la suite des événements. Une semaine plus tard, à son retour à l'hôpital, c'est la stupeur. Le professeur n'en croit pas ses oreilles. La petite fille est toujours hospitalisée dans son service. En son absence, l'état de Caroline s'est brusquement aggravé. La première chose qu'on me dit en arrivant, la petite est toujours là, la petite patiente est toujours là. Je dis comment elle est toujours là? Elle me dit oui, elle a rechuté au 5e jour. Elle a refait des crises d'hypoglycémie gravissimes. J'étais très étonné, et tout le monde. Les parents, eux aussi, n'en reviennent pas. Le professeur désemparé envisage alors le dernier recours, la fameuse opération du pancréas. Une intervention qui devrait permettre à Caroline de retrouver un taux de sucre normal dans le sang. La suite, les policiers de la brigade de protection des mineurs la connaissent. Contre toute attente, la chirurgie est un échec. Caroline rechute, avant que l'on découvre dans ses analyses des traces d'empoisonnement. Pour les policiers, l'enquête s'annonce difficile. Qui a bien pu vouloir empoisonner une enfant? Leur priorité, protéger la petite fille. Car dans cet hôpital où se croisent des milliers de membres du personnel, visiteurs et familles, les suspects ne manquent pas. On n'est pas dans le cadre habituel, on est dans un cas beaucoup plus ouvert, avec énormément de possibilités. Les policiers vont alors procéder comme ils le font pour tous les enfants victimes de violences.
Pour commencer, il s'intéresse à l'entourage le plus proche, les parents. Quand un enfant disparaît, quand il y a une fugue, on s'intéresse d'abord aux parents, même si on ne le dit pas, les enquêteurs, c'est ce qu'ils font en premier, ils s'intéressent à l'entourage très proche, même si ça paraît monstrueux des fois. Mais voilà, les enquêteurs découvrent que la petite fille est sans histoire. Caroline, née d'un premier mariage, vit avec sa mère, Liliane, et son beau-père, Kader. Elle est aide-soignante et lui, chirurgien. Caroline est une enfant choyée, dorlotée. La famille semble heureuse et aucune maltraitance n'a jamais été signalée à l'école ou aux services sociaux. Pour les enquêteurs, la piste familiale ne tient pas. Pourtant, quelqu'un a bien tenté d'empoisonner la petite fille de 9 ans. Les policiers vont alors s'orienter vers une autre hypothèse, plus inquiétante. L'acte fou d'un criminel en blouse blanche. Infirmière ou brancardier, un ange de la mort qui s'en prendrait aux patients. Est-il possible qu'un empoisonneur rôde ainsi dans les couloirs de l'hôpital? Cette menace est prise très au sérieux par les enquêteurs. C'est vrai que là, il y avait un contexte particulier. C'était l'époque où, effectivement, dans les hôpitaux, il y avait tous ces cas d'euthanasie qui avaient été mis en lumière et avaient reçu un fort retentissement médiatique. La psychose s'installe. La piste d'un empoisonneur en blouse blanche pousse le professeur Saudubré à placer Caroline sous étroite surveillance. Quasiment plus personne ne peut désormais entrer dans la chambre de la petite fille. Nous avons mis cette petite fille en surveillance intensive dans une de mes chambres qui était à côté du poste d'infirmière avec une cloison vitrée. Donc je la mets là, comme ça, pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui la regarde, et avec la consigne de ne jamais rentrer seul, mais toujours à deux dans la chambre. Saudubré demande à ses 2 infirmières de confiance de surveiller les allées et venues. Personne ne rentre. Le professeur demande même aux parents de Caroline de ne pas rester dans la chambre. Ainsi, la première blouse blanche à se présenter sera peut-être le coupable. Le piège est installé. Maintenant, il s'agit d'une histoire criminelle, et pour la protéger, je vais l'isoler de façon absolue. Il faut à tout prix éviter un nouveau drame. Isolée de tout le reste de l'hôpital, à l'abri derrière les vitres de sa chambre, Caroline reprend des forces. Et contre toute attente, la petite fille se rétablit miraculeusement. Au bout de 3 jours de cet isolement, plus aucune hypoglycémie, plus rien du tout. À nouveau, l'enfant va parfaitement bien et tout. Caroline est maintenant en parfaite santé. Personne n'a tenté d'entrer dans sa chambre. Les infirmières n'ont rien constaté d'étrange. Et si la thèse de l'ange de la mort était une fausse piste? Pour les médecins, l'incompréhension est totale. Le professeur Saudubré commence à se demander si depuis le début, il n'a pas commis une énorme erreur de diagnostic. Quoi qu'il en soit, il peut enfin permettre à Caroline de revoir sa mère, morte d'inquiétude. Au bout de 3 jours, je l'ai réautorisée à voir sa fille. Mais l'après-midi même, un incident dans la chambre concernant Liliane va semer le trouble parmi les infirmières. Une des infirmières a vu son sac qui était ouvert et dans lequel il y avait des flacons d'insuline et des emballages de seringues d'insuline. De l'insuline oubliée dans un sac, une hormone qui agit directement sur le taux de sucre dans le sang. Liliane l'a-t-elle utilisée maladroitement pour tenter de soigner sa fille, ou au contraire, cette hormone a-t-elle servi à empoisonner la petite Caroline? Le professeur stupéfait convoque alors Liliane dans son bureau. Embarrassé, il l'interroge cette mère. A-t-elle tenté d'empoisonner sa fille? C'était, je dirais, psychédélique, l'atmosphère psychédélique. Je vois cette personne en face de moi qui rentre, calme, et je lui explique, je lui dis, voilà madame, maintenant j'ai compris, la personne qui est le lien de tout, c'est vous. Vous êtes dans cette affaire la première suspecte, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est vous, mais vous êtes la première suspecte. Il n'a pas des preuves, sans doute, au sens juridique du terme, puis c'est pas son métier, mais en tout cas, il a des quasi-certitudes et il les lui expose, et voilà, il s'attend sans doute à ce qu'elle s'effondre, à ce qu'elle reconnaisse,
Sauf qu'il a face à lui quelqu'un qui nie, qui argumente, qui l'accuse presque, lui, de mal faire son travail. Malgré cette découverte troublante, Liliane nie en bloc les accusations du médecin. Le professeur Saudubré n'a aucune preuve, mais inquiet, il préfère aussitôt prévenir les policiers de la brigade de protection des mineurs. À la lumière de cette nouvelle information, les enquêteurs décident de réexaminer la piste familiale, même si elle paraît totalement incompréhensible. Pour commencer, les policiers se replongent dans le passé de Liliane. Ils vont y découvrir l'autre visage d'une femme à la personnalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Son histoire, c'est vraiment un rêve qui n'aboutit pas. Toute son enfance, elle rêve d'être médecin. Ses études ne sont pas extraordinaires, voire médiocres à certains moments. Elle a le bac, sans doute pas un bac scientifique qui lui aurait permis de faire médecine. Elle rentre à l'armée parce que ça lui permet d'avoir une formation d'infirmière. Sauf que ce diplôme d'infirmière qu'elle obtient à l'armée ne l'autorise pas à exercer en tant qu'infirmière dans le civil, dans les hôpitaux. Mais en revanche, à tout le monde, elle explique qu'elle est infirmière. Mais elle n'est qu'aide-soignante. Passionnée par le milieu médical, Liliane conserverait-elle de l'insuline comme un rite personnel? Ou l'a-t-elle utilisée pour tenter d'empoisonner Caroline? Mais alors qu'elle serait le mobile, car elle adore sa fille, l'hypothèse est fragile. Pourtant, en poussant leurs investigations, les policiers vont tomber des nues. C'est une perquisition au domicile de Liliane qui va fournir des éléments inquiétants. Dans l'appartement, les policiers retrouvent de nombreux flacons de médicaments. Une pharmacie impressionnante que Liliane se serait procurée en utilisant les blocs d'ordonnances vierges de son mari chirurgien. C'est une petite industrie qu'elle a mis au point. Elle signe des ordonnances, elle fait des ordonnances, et puis si vous avez des fausses ordonnances, vous pouvez acheter des quantités pharaoniques de médicaments. Et les policiers ont constaté 500 comprimés en 5 semaines. C'est une véritable pharmacie. De toute façon, sa famille, lorsqu'elle était jeune, et puis la famille de son premier mari, la traitait de pharmacie ambulante. Donc elle a toujours eu cette fascination pour le médicament, pour la médecine, pour la chirurgie. Les policiers vont finir par retrouver la pharmacie dans laquelle Liliane s'est procuré ces quantités astronomiques de médicaments. Une officine située à quelques mètres seulement de l'hôpital Necker où sa fille est hospitalisée. C'est là que les policiers vont mettre la main sur plusieurs ordonnances falsifiées, signées de la main de Liliane. Mais une question demeure. Pourquoi la mère de Caroline a-t-elle cherché à se procurer autant de doses d'insuline? Le professeur Saudubré s'interroge. Jusqu'au jour où, lors d'une conversation avec un collègue au téléphone, il parle de cette mère au comportement inquiétant. Le médecin va aussitôt mettre Saudubré sur une piste terrifiante. Liliane a peut-être injecté cette insuline à sa propre fille, car cette mère serait victime d'un mal terrible. Le syndrome de Munchausen. Du nom de ce baron allemand du XVIIIe siècle, un mythomane qui s'inventait des exploits invraisemblables. Un syndrome effrayant décrit en 1977 par Roy Meadow, un pédiatre britannique. Il l'avait observé chez des patientes venues avec leur bébé. Ces mères provoquaient des maladies chez leurs enfants en les maltraitant pour attirer la compassion des médecins, mais aussi étrangement pour installer un rapport de force avec eux. Il semblerait que ces femmes recherchent dans le syndrome de Munchausen une façon d'approcher le médecin, de faire appel à lui et en même temps de le mettre en échec. L'enfant subit une double maltraitance. La maltraitance maternelle plus la maltraitance du corps médical. Le problème, évidemment, c'est que ces médecins ne savent pas. On ne peut pas les blâmer non plus. Eux, ils sont victimes aussi. Ils sont manipulés et victimes de la mère. Un syndrome de Munchausen qui a même été filmé dans les années 90 aux États-Unis grâce à un petit détail. La vidéosurveillance, installée dans les chambres pour surveiller les bébés en service pédiatrique. Et parmi les milliers d'heures d'enregistrement, voici ce que les médecins américains ont découvert horrifiés.
Dans cette vidéo, par exemple, dès que le docteur quitte la chambre, cette maman, atteinte du syndrome, s'allonge sur son bébé pour l'étouffer de tout son poids. Des secondes interminables, l'enfant suffoque et perd connaissance. Autre vidéo, une mère écrase son nourrisson qui tente de se débattre. Une asphyxie qui peut engendrer des dommages irréversibles. On voit pertinemment que la mère est allongée sur le bébé et elle ne voit absolument pas le visage de l'enfant. Elles ont juste la sensation donc des jambes, des bras qui bougent, de la respiration qui est bloquée, des efforts de l'enfant pour se dégager. Grâce aux caméras, les médecins américains ont ainsi découvert l'autre visage de ces mères fusionnelles. Attentionnées et aimantes en apparence, mais capables des pires maltraitances lorsqu'elles se retrouvent seules avec leur enfant, à l'abri des regards. Ce ne sont pas des femmes qui sont dans la violence pure, pas du tout. C'est une façon aussi pour elles, non seulement donc d'être supérieures au corps médical, mais en même temps d'être considérées, enfin, reconnues, si je puis dire, comme une bonne mère. Des mères souvent aimantes en apparence, ce qui leur permet d'échapper aux soupçons. Un syndrome étudié depuis peu de temps en France, car les cas sont extrêmement rares, 2 par an tout au plus. Mais à chaque fois, quand la police vient à les interroger, le profil psychologique est toujours le même. Le portrait robot, femme, enveloppante, persuasive, présente, très liée, fusionnelle avec son enfant et liée au milieu médical. Le syndrome de Munchausen. Pour le professeur Saudubré et les policiers, la surprise est de taille. Le portrait robot de ces mères correspond parfaitement au profil de Liliane, la maman de la petite Caroline. Les policiers vont alors la convoquer dans leurs locaux. Liliane a-t-elle tenté d'empoisonner sa fille en lui injectant de l'insuline dans les veines, à la fois pour attirer la compassion des médecins, mais aussi pour leur tenir tête? En tout état de cause, Liliane refuse de reconnaître les faits. Elle poussait les cris d'innocence qu'on imagine. Comment peut-on m'accuser d'une chose pareille? J'aime ma fille et je refuse l'expertise psy. Elle niera toujours être à l'origine de ces sévices. Elle niera de manière non pas hystérique, mais en argumentant et en accusant justement les médecins d'être fautifs, d'être incapables, de ne pas avoir su, de ne pas l'avoir suivi dans ses propres diagnostics à elle. Seulement les crises de sa fille, toujours en sa présence, et les centaines de doses d'insuline retrouvées à son domicile pèsent contre elle. Liliane est donc inculpée pour tentative de meurtre par empoisonnement et placée en détention. Et là, c'est une descente aux enfers pour elle. Elle devient alcoolique et lorsqu'elle sort de prison, elle est totalement détruite. C'est une femme détruite, c'est sans doute un peu dur de dire ça comme ça, mais c'est une loque. Quelques mois plus tard, Liliane est placée en liberté conditionnelle, en attendant son procès. En revanche, elle n'a plus le droit d'approcher sa fille, confiée à son père biologique. Privée de Caroline, Liliane ne survivra pas. 3 semaines ou 1 mois avant l'audience d'assises, il s'est passé encore un drame terrible dans cette affaire. On retrouve un matin Liliane morte. Les enquêteurs concluront à un suicide par surdose de médicaments. Depuis, Caroline, la petite fille que sa mère avait probablement tenté d'empoisonner et qui en réalité n'avait jamais été malade, est en parfaite santé. Devenue adulte, elle a reconstruit sa vie. C'est aujourd'hui une maman heureuse. Plus de 20 ans après les faits, le professeur Saudubré, lui, n'a pas pu oublier le visage de cette petite fille, ni celui de sa mère. Le souvenir de cette affaire le hantera toute sa vie. Ça me hante, ça reste pour moi certainement le plus affreux, le plus horrible souvenir de toute ma carrière médicale. Liliane, l'un des visages de l'effrayant syndrome de Munchausen, a emporté avec elle ses secrets de mère tourmentée. Finalement, la seule chose qu'on a envie de comprendre, c'est ce qu'il y a dans la tête de la mère.
comment elle jouait avec tout ça, comment elle vivait ça dans sa tête, comment ça marchait. Et ça, c'est une frustration terrible, effectivement, pour tout le monde. Hein. Aux États-Unis, environ 1 millier de mères atteintes du syndrome de Munchausen seraient recensées chaque année, grâce à l'autopsie systématique des morts subites du nourrisson. Nous sommes dans le sud de la France, où les employés d'un grand hôpital sont touchés par un mal inconnu. Médecins, infirmières s'évanouissent les uns après les autres sans explication. En un mois à peine, plus de 630 employés sont infectés. Il y a un moment où ça tombe comme des mouches, très clairement. Et c'est ce qui fait peur. On se demande bien d'où ça vient. S'agit-il d'un acte de malveillance contre les employés de cet hôpital ou d'une épidémie d'une rare intensité? Ces symptômes disparaissant quand les personnes sortent du bâtiment et ces symptômes réapparaissent quand les personnes rentrent à nouveau dans le bâtiment. L'hôpital vit dans la peur. Comment les employés vont-ils sortir de ce cauchemar? Retour sur un phénomène inquiétant. Nous sommes le 6 novembre 2000, dans l'un des plus grands hôpitaux du sud de la France. Comme tous les matins, les 1500 médecins et infirmières s'affairent auprès des patients. La ronde des soins commence. Personne alors n'imagine qu'un mal mystérieux est sur le point de bouleverser la vie de cet hôpital. Il est 13 h quand soudain, le service maternité est subitement frappé. En salle de repos, une sage-femme est prise d'un malaise. Alors que ses collègues se précipitent, l'impensable survient. Une autre sage-femme s'évanouit, puis une troisième. En quelques instants, 6 d'entre elles vont perdre connaissance dans cette même salle de repos. Ces sages-femmes se trouvaient mal et avaient perdu connaissance. On les retrouve au sol. C'est des personnes donc, qui manifestent des symptômes d'ébriété, qui ont du mal à parler, qui sont allongées au sol, qui n'arrivent pas à se relever. Aussitôt, la nouvelle se répand dans l'hôpital. Mais le personnel est loin de s'en douter, ça n'est que le début du cauchemar. On n'imagine pas que l'ampleur que va prendre ces faits par la suite. Hein. Car 1 heure plus tard, dans un autre service, ce sont 7 nouveaux employés de l'hôpital qui s'effondrent à leur tour, pris de vertiges inexplicables. L'alerte est déclenchée. Pourtant, rien ne semble pouvoir arrêter cette épidémie spectaculaire. Car chose incroyable, le lendemain, puis tous les jours pendant 1 mois, le phénomène va se reproduire dans tous les services de l'hôpital, jusqu'à toucher 635 personnes. C'était une inquiétude qui était palpable et un sentiment d'insécurité. On était dans une véritable psychose. Virus foudroyant, intoxication accidentelle ou plus inquiétant, le geste fou d'un empoisonneur. Les enquêteurs vont mettre 1 mois pour découvrir la vérité sur cet incroyable phénomène qui a semé la panique dans l'un des plus grands hôpitaux français. La psychose règne. Alors que les malaises se multiplient, le directeur de l'hôpital, El Hadi Ben Mansour, décide très rapidement d'en informer les autorités, notamment la police. Pour enrayer cette série noire, avec l'aide des médecins, ces enquêteurs vont d'abord interroger les premières victimes, les 6 sages-femmes. Au vu de leurs témoignages, ils vont échafauder une première hypothèse. Un virus foudroyant a-t-il frappé l'hôpital? Elle se plaignait de maux de tête intenses, de nausées et de picotements, qui effectivement les inquiétaient au plus haut point. Les premières victimes ont exactement les mêmes symptômes étranges. Seraient-ce les effets d'une grippe virulente qui aurait contaminé tout le service? Mais les premières observations vont rapidement balayer cette hypothèse. Non seulement les sages-femmes n'ont aucune fièvre, mais surtout aucune trace de virus n'est décelée sur les victimes. Alors que l'enquête vient à peine de commencer, le phénomène qui frappe l'hôpital prend une tournure de plus en plus inquiétante. En même temps, je dirais, de la poursuite de l'enquête qui a été lancée dès les premiers instants, nous avons eu à déplorer
donc un certain nombre de cas qui augmentaient crescendo, de jour en jour, de malaise. Nous sommes 4 jours seulement après les premiers malaises, et le mal se répand comme une traînée de poudre. Désormais, ce sont 150 personnes, infirmières, sages-femmes ou médecins, qui dans tous les services se plaignent des mêmes vertiges. Des professionnels qui sont renvoyés chez eux pour prendre du repos. L'hôpital se paralyse peu à peu. La nouvelle se répand en ville. Éric Galliano, journaliste dans un grand quotidien régional, va suivre l'affaire de près. Il y a un problème de santé au sein de l'hôpital, qu'un certain nombre de personnels ont été obligés d'être placés sous surveillance médicale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça tombe comme des mouches, très clairement. Et c'est ce qui fait peur. On se demande bien d'où ça vient. Pour les enquêteurs, le temps presse. C'est alors que le témoignage de plusieurs sages-femmes va les mettre sur une nouvelle piste. Et le jour de l'incident, elles ont effectivement senti un certain nombre d'odeurs et à la suite de cela, elles sont tombées dans les pommes. Une odeur étrange qui rendrait l'atmosphère presque suffocante. Une partie du personnel hospitalier va même jusqu'à porter des masques de protection dans les couloirs de l'hôpital. Pour les policiers et médecins qui mènent l'enquête, c'est peut-être vers la ventilation qu'il faut se tourner. D'autant que plusieurs victimes leur ont relaté un incident qui se serait produit dans l'hôpital 2 ans plus tôt. C'est pas la première fois que cela arrive. Quelques années plus tôt, il y a déjà eu une vague d'intoxication au sein de l'hôpital. Des intoxications causées 2 ans plus tôt par un mauvais fonctionnement des gaines de ventilation dans cet hôpital, alors flambant neuf. À l'époque, des vapeurs de formol avaient stagné dans les couloirs. Ce puissant désinfectant, utilisé en grande quantité pour assainir les chambres des malades, avait intoxiqué 15 employés. 2 ans plus tard, la ventilation est-elle à nouveau en cause? L'établissement a été livré en 1996 et dès le début et pendant un certain nombre de mois, les agents se sont plaints de troubles liés à des problèmes de désinfection locaux, probablement liés à un certain nombre de malfaçons. Donc forcément, un incident de ce type-là dans un hôpital extrêmement récent, répondant aux dernières normes de sécurité, pose d'emblée un véritable problème. Est-ce à nouveau du formol qui décime 2 ans plus tard des dizaines de médecins et infirmières dans l'hôpital? Pour identifier l'origine de ces odeurs étranges, les policiers déploient les grands moyens. Est-ce que nous n'aurions pas accidentellement une production de gaz toxiques? Nous avons fait un certain nombre d'analyses pour étayer ou écarter cette hypothèse. Donc c'est un gros travail puisque nous sommes allés analyser la qualité de l'air dans les gaines de ventilation, dans le service. Alors que les enquêteurs attendent les résultats d'analyse, les malaises se multiplient au fil des jours. Des blouses blanches, victimes d'évanouissement. Certains cas graves sont même placés en observation. La panique s'empare de l'hôpital et 10 jours après le début des événements, on compte déjà 300 victimes. Les choses prennent de l'ampleur au fur et à mesure que des signalements, les cas d'intoxication supposés sont signalés et qu'ils sont de plus en plus nombreux. On a du mal à identifier le mal. Pour les enquêteurs, le temps presse. Et justement, le résultat des analyses dans la ventilation de l'hôpital s'avère fructueux. Les laboratoires que nous avons sollicités ont effectivement permis d'isoler un certain nombre de gaz. Et nous nous sommes beaucoup interrogés sur certains d'entre eux, dans la mesure où ces gaz ne se trouvent pas habituellement en milieu hospitalier. Les enquêteurs tombent des nues, car l'un des gaz particulièrement n'a rien à faire dans un hôpital. Il s'agit du dichlorobenzène, un insecticide agressif destiné à tuer les mites et les taupes. Ça nous a beaucoup surpris et ça nous a amené à pousser nos investigations un peu plus loin. À la lumière de cette étrange découverte, policiers et médecins vont alors explorer une nouvelle piste, beaucoup plus inquiétante. Quelqu'un cherche-t-il à empoisonner le personnel? D'autant que la direction va leur révéler un élément troublant,
un incident malveillant a eu lieu 3 semaines avant les premiers malaises. Nous avions eu à déplorer un acte de malveillance sur notamment un placard électrique où quelqu'un a mis en berne tout un service. Manifestement, là, l'acte de malveillance est clair. Pourrait-il s'agir de la même personne? Le saboteur qui a endommagé une armoire électrique pour perturber la vie de l'hôpital a-t-il décidé maintenant de passer à la vitesse supérieure en empoisonnant tout le personnel avec ce puissant insecticide? Nous avons également envisagé un nouvel acte de malveillance, à savoir que quelqu'un ait pu s'introduire dans l'établissement et jeter ou balancer une fiole, un gaz dans les gaines de ventilation. Un élément intrigue notamment les enquêteurs. Jusqu'à présent, dans les victimes, on ne compte que des membres du personnel. Pourquoi aucun patient de l'hôpital n'est intoxiqué? Un indice qui confirmerait la thèse selon laquelle quelqu'un en voudrait aux employés. Mais les enquêteurs vont déchanter. En effet, les analyses effectuées sur les victimes ne vont révéler aucune trace de ce gaz toxique dans leur sang. Les personnes qui se disent victimes effectivement de ces émanations-là, elles, dans leur sang, on ne retrouve pas la présence de ces gaz-là. De façon extrêmement claire, la conclusion de toutes nos études, de toutes nos analyses me conduit aujourd'hui qu'à aucun moment nous n'avons eu la présence d'un gaz toxique dangereux ayant des effets irréversibles sur la santé des professionnels. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Si ça n'est pas un virus ni une intoxication, et s'il n'y a pas d'empoisonneur, rien n'explique cette épidémie foudroyante qui décime l'hôpital. En 2 semaines, 550 médecins et infirmières ont déjà été touchés. Une affaire qui fait la une de la presse. Les enquêteurs totalement déboussolés se tournent alors vers le directeur de tous les hôpitaux de la région. Face à la gravité de la situation, Jean-Jacques Romaté envisage alors une solution radicale, la fermeture de l'établissement. Je me suis demandé s'il était raisonnable de continuer à faire fonctionner un hôpital avec autant d'inquiétudes. Et donc, pendant un week-end entier, avec mes collègues, nous avons préparé très réellement et très concrètement l'évacuation de l'hôpital. On doit, en très peu de temps, c'est-à-dire en 24 à 48 heures, évacuer l'ensemble de l'établissement. C'est le plan qui a été conçu et travaillé, et c'est le plan qu'a annoncé le directeur général dans la presse. C'est pas une mesure anodine. Il faut arriver à organiser cela pour qu'il n'y ait pas d'interruption du service public. On ne peut pas dire à une femme enceinte qu'elle n'accouchera pas. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ironie du sort, alors que l'évacuation semble être la seule solution pour sauver le personnel de l'hôpital, un dernier témoignage va totalement relancer l'enquête. Celui d'un responsable technique de l'hôpital, qui en discutant va faire une révélation à Jean-Jacques Romaté. Victime lui aussi de vertige, il a retrouvé ses esprits en quelques secondes. Simplement réalisant qu'en fait, il allait parfaitement bien. Un de nos ingénieurs m'a expliqué qu'à un moment donné, il se trouvait lui-même pas très bien. Et puis il s'est un peu repris en se disant « mais je ne vais pas mal du tout ». Et il m'a expliqué cette impression de mal-être qu'il avait vécue et finalement dont il s'était lui-même repris. Pour les enquêteurs, c'est un témoignage décisif. Et s'il y avait une part psychologique dans cette étrange épidémie? L'atmosphère oppressante des derniers jours pourrait-elle expliquer le nombre incroyable de malaises, plus de 600? Que des membres du personnel et toujours aucun patient? Les enquêteurs vont alors approfondir cette hypothèse, en cherchant si d'autres cas similaires ont été signalés dans le monde. Et c'est aux États-Unis que cette recherche va les mener. Je suis allé chercher des experts de l'autre côté de l'Atlantique qui avaient la réputation d'être capables de déceler des choses un peu compliquées. Jean-Jacques Romaté va alors proposer à ces experts américains de venir en France pour participer à l'enquête. Leur expérience, leur constatation sur le terrain, les audits qu'ils ont menés nous ont confirmé qu'effectivement, on se retrouvait dans la situation d'un certain nombre d'établissements du même type. Les révélations des experts américains sont incroyables. Le cas de cet hôpital français est loin d'être unique dans le monde.
Les enquêteurs vont alors découvrir la clé de tout ce mystère médical. L'hystérie collective. Une panique contagieuse qui expliquerait donc les 635 malaises recensés en moins de 3 semaines dans cet immense hôpital. L'hystérie collective, une épidémie décrite pour la première fois au XIXe siècle par un médecin français, Louis-Florentin Calmeil. Il évoque notamment un cas spectaculaire en Touraine 200 ans plus tôt. Ces cas d'hystérie collective au XVIIe survenaient essentiellement dans les monastères. Alors il y a un cas très célèbre, c'est celui des Ursulines de Loudun, donc 17 religieuses de cette petite ville de Touraine qui se sont senties possédées, ce qui a coûté la vie au curé du village qui avait été accusé d'avoir possédé ces Ursulines. L'hystérie collective. Ce même phénomène développé entre les murs de ce monastère français aurait donc ressurgi 4 siècles plus tard. Et cette épidémie frappe toujours de la même façon. C'est presque un mouvement de foule dans lequel il y a une espèce de contagion psychologique d'un individu à un autre. C'est un phénomène de souffrance collective qui s'exprime au travail, qui s'exprime à l'hôpital, ou dans des lieux quelconques. À la lumière de cette étonnante révélation, les enquêteurs vont donc reconstituer le fil des événements. 3 semaines plus tôt, les premiers malaises vont déclencher l'épidémie sans que personne ne s'en doute. C'est au fil des jours que des centaines de médecins, infirmières et sages-femmes vont se transmettre l'épidémie inconsciemment. La séquence est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire qu'il y a une personne, la première qui est atteinte de cet ensemble de symptômes, et progressivement, ces symptômes se développent de proche en proche à d'autres personnes, jusqu'à former une espèce de petite épidémie. Quand une personne voit sa collègue faire un malaise, qu'elle prenne elle-même, si je puis dire, les symptômes de l'autre, c'est totalement inconscient. Et chose étonnante, les enquêteurs vont découvrir, en réinterrogeant les victimes, que leurs maux de tête et leurs vertiges disparaissent dès lors qu'elles quittent l'hôpital. Ces symptômes disparaissant quand les personnes sortent du bâtiment et ces symptômes réapparaissent quand les personnes rentrent à nouveau dans le bâtiment. Une psychose qui s'arrêterait donc aux portes de l'hôpital. C'est en découvrant ce nouveau détail que les experts américains vont faire une révélation aux enquêteurs français. Dans cette histoire, il s'agirait d'une forme très rare d'hystérie collective. Le syndrome du bâtiment malsain. Une hystérie collective liée à l'inquiétude de travailler dans un bâtiment dangereux pour la santé. En l'occurrence, les toutes premières victimes de malaise avaient mentionné des odeurs inhabituelles aux enquêteurs. Ces odeurs auraient ravivé le souvenir traumatisant du fameux incident d'intoxication au formol 2 ans plus tôt. À l'époque, c'est le système de ventilation qui avait provoqué une quinzaine d'intoxications graves au sein du personnel. Je mets tout cela sur le compte du traumatisme antérieur et de l'inquiétude, mais alors, je dirais, pathologique, très contagieux, qui s'est propagée. Pour les enquêteurs, c'est aussi ce qui expliquerait la contamination aux seuls salariés et non aux patients. Des médecins ou des infirmières employés depuis des années qui vivaient avec le souvenir de cette affaire traumatisante. Une psychose collective, d'autant plus redoutable qu'elle peut toucher tout le monde, même des professionnels de santé. C'est assez paradoxal de voir qu'à un moment donné, même des professionnels peuvent développer ce type de syndrome. Un syndrome très psychologique. D'ailleurs, alors qu'ils lèvent le voile sur ce mystère, les enquêteurs vont tomber des nues. Car à peine la fermeture de l'hôpital annoncée, le nombre de victimes va décroître aussitôt. Médecins et infirmières sont comme soulagés. Je pense que cette publication a eu beaucoup d'effets, puisque à partir de là, on a noté une décroissance tout à fait considérable des arrêts. Une hystérie qui a laissé des traces. Il a fallu plus de 10 ans à certains salariés de cet hôpital du sud de la France pour oublier ce traumatisme. Il s'agit d'une crise majeure très angoissante qui a touché des centaines de professionnels, ce qui est extrêmement rare en milieu hospitalier. Avec plus de 600 victimes, cette affaire reste la plus spectaculaire jamais recensée en France.
Pourtant, depuis, ce syndrome a frappé à nouveau dans le pays. Des hôpitaux, mais aussi des mairies ou encore des écoles. Un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités françaises. Aux États-Unis, où la maladie est observée depuis bien plus longtemps, les médecins estiment que près de 5% des salariés risquent un jour d'être touchés par une hystérie collective. Dans le sud de la France, Christophe, un ostréiculteur réputé, vit un terrible drame. Un soir d'hiver, il voit son entreprise partir en fumée sous ses yeux. Autant les pompiers que les gendarmes m'ont demandé s'il n'y avait pas à cet endroit-là une guirlande lumineuse ou une rallonge électrique qui aurait pu propager. J'aurais expliqué que non. Les enquêteurs ne s'expliquent pas cet incendie. S'agit-il d'un tragique accident ou quelqu'un en veut-il à ce patron apprécié de tous? Sa réussite, oui, ça peut gêner beaucoup de monde. Si en fait la personne peut essayer de battre son concurrent d'à côté, il le fera. Dans la cité balnéaire, les habitants vivent dans la paranoïa. Personne ne comprend ce qu'il se passe, à commencer par Christophe. Pourquoi vit-il un tel enfer? Retour sur une enquête qui aura bouleversé tout un village. Nous sommes à Leucate, petite station balnéaire près de Perpignan. Christophe et sa femme sont tranquillement en train de dormir cette nuit du 19 février 2011. Lorsque le téléphone sonne à plusieurs reprises. Au bout du fil, les gendarmes cherchent à joindre Christophe pour l'avertir que son exploitation d'huîtres est en feu. Des flammes hautes de 5 mètres sont en train de détruire son cabanon. Il se précipite sur place. C'est surprenant, 50 mètres avant la cabane à huîtres, on distingue les flashs des pompiers et des gendarmes, on entend les sirènes, c'est choquant. Impuissant, il regarde brûler son entreprise. Mais il ne sait pas encore que cet incendie va bouleverser totalement sa vie. Je crois qu'aucun patron ne s'attend à vivre, je dirais presque un cauchemar pareil. À aucun moment, ni moi ni mes proches, ne pouvions imaginer que ça pourrait aller aussi loin, qu'on atteindrait de telles extrémités, que ça serait aussi usant. Mais que s'est-il passé à Leucate ce soir-là, dans le petit village des ostréiculteurs? Incendie accidentel ou criminel? Et qui pourrait alors avoir intérêt à s'attaquer à Christophe, un homme qui apparemment est sans histoire? Dès le lendemain de ce terrible événement, les gendarmes et les pompiers vont tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Pour tout le village, cette histoire reste incompréhensible. Appelés en urgence, au beau milieu de la nuit, les pompiers foncent en direction du village ostréicole. Un témoin a vu un cabanon en flammes. C'est celui de Christophe, un exploitant bien connu de Leucate. En fait, il a eu beaucoup de chance qu'un automobiliste passe sur la route, non loin de là, et prévienne tout de suite les pompiers. Pour les pompiers, pas une minute à perdre. Une quinzaine de cabanons comme celui de Christophe sont collés les uns aux autres et l'incendie peut se propager. Car les cabanons, que l'on appelle ici des masses, sont tous en bois. Mais le plus dangereux, ce sont ces bidons remplis d'essence dont se servent les ostréiculteurs pour leurs bateaux. L'intervention pour éteindre le feu a duré 15 à 20 minutes, mais il fallait surtout éviter la propagation sur la toiture. L'appentis avait entièrement brûlé et nous avons pu sauver le mas. Sur ces photos, le mas de Christophe, avant et après l'incendie. Il venait de faire des travaux et les dégâts s'élèvent à 10 000 €. Pour tenter de percer le mystère de cet incendie, les gendarmes commencent par s'intéresser à la personnalité de la victime. Et Christophe n'est pas un inconnu dans la région. Ostréiculteur de père en fils, sa famille est réputée et lui jouit d'une certaine notoriété. Physique d'acteur, bagou, les médias locaux en ont fait leur chouchou. Sa petite entreprise prospère. Il a même ouvert un espace de dégustation. Vous allez vous régaler. C'est quelqu'un qui a un charisme très fort, qui sait accueillir les gens et qui très rapidement, dès l'ouverture de son restaurant, s'est fait sa clientèle.
l'homme est en plein succès et il séduit. Pas seulement dans les médias, mais aussi les femmes. Au niveau de la clientèle, il est très apprécié. Par les dames aussi, parce qu'il a quand même un certain charme, il faut lui laisser. C'est vrai qu'à travers le regard qu'il a, chaque personne a l'impression d'être unique. Les gens, et notamment beaucoup de femmes qui viennent ici, ont l'impression d'exister à ses yeux. Pour comprendre ce qui s'est passé dans le village ostréicole, ce fameux soir de février, les enquêteurs vont explorer une première piste. Dans les décombres du mas de Christophe, ils cherchent tout ce qui aurait pu provoquer accidentellement un incendie. Et dans ce genre de cabanon, cela ne manque pas. Bidons de carburant, bonbonnes de gaz et installations électriques défectueuses, tout est passé en revue. Autant les pompiers que les gendarmes m'ont demandé s'il n'y avait pas à cet endroit-là une guirlande lumineuse ou une rallonge électrique qui aurait pu propager. J'aurais expliqué que non. Les gendarmes ne trouvent rien. Les bidons d'essence n'ont pas explosé et l'installation électrique fonctionne parfaitement. La piste accidentelle est rapidement écartée. Alors si ce n'est pas accidentel, c'est que le feu a une origine criminelle. Les enquêteurs vont se lancer sur une deuxième piste et chercher qui pourrait en vouloir à Christophe. Gendarmerie nationale. À cause de sa réussite éclatante, Christophe suscite des jalousies, et notamment parmi ses concurrents ostréiculteurs. Le milieu est réputé pour ses rivalités. Les vols de cagettes d'huîtres et les dégradations de matériel sont courants. Les tensions, il y en a pas mal. Moi, je veux dire, on est 26, il me semble, ostréiculteurs à l'E4. Et moi, je m'entends avec les maxi 5 personnes, quoi. Après, tous les autres, si on peut se tirer dessus, ils le feront. Si, en fait, la personne peut essayer de battre son concurrent d'à côté, il le fera. Sa réussite, oui, ça peut gêner beaucoup de monde. Mais l'enquête de gendarmes ne révélera rien. Aucun ostréiculteur n'en veut suffisamment à Christophe pour mettre le feu à son cabanon. Et surtout, aucun ne se risquerait à allumer un feu s'il pouvait détruire sa propre installation. Je pense que des rivalités, il y en a, mais de là à mettre le feu à un mas ostréicole chez un rival par jalousie, c'est totalement suicidaire. Les mas sont en bois, ils sont collés les uns à côté des autres. Donc un incendie, en quelques minutes, se propage à l'ensemble du centre ostréicole. Et ça, c'est dévastateur pour toute l'économie de l'E4. Les gendarmes se demandent alors s'il ne s'agirait pas de la vengeance d'une femme et conduite par Christophe, qui plaît tant. Mais l'homme a une vie rangée et l'enquête piétine. Jusqu'au jour où un incident va remettre les enquêteurs sur la bonne piste. C'est l'heure du déjeuner et Christophe est attablé dans un restaurant où il a ses habitudes. Le patron du restaurant vient me prévenir qu'il y a quelqu'un sur mon camion en train de dessiner quelque chose. Une femme est en train de dessiner une tête de mort sur sa voiture avec des excréments de chien. Christophe se précipite sur le parking. Je cours dans la direction qui me semble être la bonne. Je la rattrape. On se dispute, les coups partent de part et d'autre. Blessée au visage, la jeune femme, qui s'appelle Lucienne, décide de porter plainte. Interrogée par les gendarmes, elle va leur révéler une incroyable histoire. Elle avoue être l'auteur de l'incendie du mas de Christophe. Le soir du 19 février, elle s'est rendue à son cabanon munie d'un bidon d'essence et de journaux pour y mettre le feu. Un geste commis pour se venger de l'homme dont elle est amoureuse depuis 3 ans. Une relation qui a démarré quand Christophe l'embauche dans son exploitation. J'ai trouvé qu'elle était dynamique, j'ai trouvé qu'elle était volontaire, j'ai trouvé que on pourrait certainement s'entendre dans le travail et en faire une collaboratrice efficace.
Physiquement, c'est une personne qui est à peu près, qui faisait ma taille, voire légèrement plus grande, mince, qui n'était pas moche de sa personne, mais qui était un peu olé olé dans sa tête. Je m'aperçois assez rapidement qu'elle cherche un petit peu à me séduire. Et pour lui plaire, elle ne ménage pas ses efforts. Elle essayait de le séduire par ses tenues, sa façon de le regarder, de lui sourire. Après, il y a des attitudes dans le style où, quand il lui arrivait de se baisser et qu'elle savait très bien que Christophe allait sortir du mas, elle se baissait. Bon, on avait le string qui lui remontait sur les hanches. Et je pense que c'est là, dans sa tête, elle s'est fait un film, elle s'est fait son film avec Christophe. Lucienne profite du travail dans les parcs à huîtres pour se rapprocher de lui. Sourire plein de sous-entendus, œillades appuyées et frôlements de mains. La jeune femme est de plus en plus claire sur ses intentions. Elle lui envoie même des invitations sexuelles par texto. Je t'attends en tenue ce soir. Je fais des crêpes. Je sens que je vais te faire sauter, toi. Si je t'attrape, je vais te faire ta fête. Tu grimperas au rideau. L'opération séduction de Lucienne va ainsi durer quelques mois, jusqu'au jour où elle lui avoue ses sentiments. Elle m'a déclaré qu'elle était amoureuse de moi. Il m'a dit, de toute façon, tu es à moi et je suis à toi pour l'éternité. Donc je lui ai dit et clairement expliqué que ça n'était absolument pas mon cas et que je vivais une belle histoire avec quelqu'un. Et je pense qu'elle a perdu pied. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. L'incendie est la vengeance d'une amoureuse éconduite. Mais un détail lors de l'audition de Lucienne va les alerter. Elle prétend partager un amour surnaturel avec Christophe. Lors de l'interrogatoire, on découvre que elle entretient une relation télépathique avec moi. Elle a ce don, tel qu'elle l'appelle, et elle se plaint aux enquêteurs que je lui parle de tout le temps. Je lui fais croire qu'elle est apparemment la femme de mes rêves, la femme de ma vie. J'ai en outre, selon ses dires, une relation sexuelle télépathique constante avec elle. Je l'use d'ailleurs télépathiquement en ayant cette relation avec elle. Les gendarmes commencent à douter de la santé mentale de Lucienne. Pour en avoir le cœur net, ils vérifient si elle n'a pas été impliquée dans une autre affaire. Et ils finissent par découvrir 3 plaintes pour harcèlement, déposées contre elle par Christophe. Une toute autre version de cette histoire d'amour. Le harcèlement a duré environ 3 ans. Et je sentais un crescendo dans les mots, dans les termes, dans la férocité de ce que je lisais par mon téléphone. Lucienne lui a envoyé des centaines de textos incendiaires. À ce stade, ce n'est plus de l'amour, mais du harcèlement. Et cela terrorise Christophe. Il m'est arrivé assez souvent de lire, pour ce qui était presque le plus gentil, J- pour toi, qui évoquait mon dernier jour. Je vais te crever, sale porc. Demain, tu meurs. Je vais te saigner de mes propres mains. Des propos d'une incroyable violence qui n'empêchent pas la jeune femme de continuer à déclarer sa flamme à celui qu'elle vient de menacer. Comme dans cette lettre, où elle prétend être la femme de Christophe. En fait, le maire me demande en mariage avec insistance. Moi, je lui ai répondu non, il n'en est pas question car je suis mariée. Avec toi. Dans le village de Leucate, tout le monde est témoin de ce harcèlement. Le patron du restaurant où ils se sont vus pour la première fois s'en souvient bien. Elle passait tous les jours devant chez nous. En terrasse, un jour, elle est venue pour lui cracher dessus, le menacer, lui jeter des capotes dans la figure. Il se garait juste devant la cuisine après, avec des crottes de chien, lui maculer la voiture, baver sur la voiture, lui jeter des œufs. Pourtant, les plaintes déposées par Christophe restent sans suite. Malgré les lettres et les textos dont il dispose, les gendarmes ne peuvent rien contre leur auteur. Très organisée, Lucienne a tout envoyé de façon anonyme. Il était impossible de l'interroger puisque
Moi, j'étais persuadé que c'était cette personne-là. Mais pour eux, il fallait quelque chose de plus consistant. Il fallait une preuve tangible, un élément vraiment concret, un nom, une certitude, de façon à être efficace. Sans l'altercation et la plainte de Lucienne à la gendarmerie, les enquêteurs n'auraient sûrement pas retrouvé l'auteur de l'incendie. Ils n'auraient pas non plus percé à jour les secrets de cette relation pathologique entre Lucienne et Christophe. Mais il faudra attendre le procès pour que les experts psychiatres mettent enfin un nom sur cette maladie. Il s'agit de l'érotomanie. Découverte pour la première fois en 1921 par Monsieur de Quérambeau, un psychiatre français, l'érotomanie est restée longtemps méconnue du grand public. Le psychiatre Jérôme Palazzolo s'en est fait une spécialité. Il n'ignore rien de cette pathologie délirante qui conduit une personne à se mettre en tête qu'elle est aimée en secret par une autre. Tout commence par une phase d'approche et d'espoir. Pour le malade, le moindre signe de l'être aimé est alors surinterprété. En gros, on va croiser la personne, en l'occurrence Christophe. On va croiser la personne, et bien la personne peut-être va faire un sourire, va dire bonjour. Si la personne me dit bonjour, c'est peut-être que dans son bonjour, vu l'intonation, il y a quelque chose qui peut laisser penser qu'il est amoureux de moi. Puis, dans un second temps, l'érotomane déclare sa flamme auprès de l'être aimé. Et souvent, il essuie un refus. Vient alors une phase de déception, et avec elle, la violence. Et là, on rentre dans la phase de dangerosité. C'est la phase de rancune, où la personne dit « Ah oui, mais puisque tu ne m'aimes pas, c'est en fait parce qu'il doit y avoir un problème, puisque nous sommes faits l'un pour l'autre. Donc le problème, ça va être quoi? Eh bien, ça va être ta femme, ça va être tes parents, ça va être ton entreprise. » Et finalement, c'est là où justement l'érotomane va sortir du lot. C'est-à-dire que c'est là où on va dire « Bon là, il y a quelque chose de délirant, il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que les deux premières phases sont des phases qui pourraient être tout à fait classiques et tout à fait logiques. Si les érotomanes tombent en général amoureux d'une personne à la réussite sociale éclatante, comme Christophe, ils peuvent aussi être fascinés par les stars. Il existe des cas célèbres d'érotomanes, en particulier ce célèbre érotomane âgé de 22 ans qui, dans les années 80, a essayé de tuer Ronald Reagan aux États-Unis pour impressionner Jodie Foster. Et en fait, lorsqu'on l'a interrogé, il a expliqué qu'effectivement, il cherchait à lui plaire, il cherchait à attirer son attention. À la lumière de cette maladie, les enquêteurs vont pouvoir reconstituer toute l'histoire de Lucienne et Christophe. Il y a 3 ans, la jeune femme rencontre l'ostréiculteur dans un restaurant. Elle a 38 ans et vit seule avec ses enfants. À l'époque, elle est serveuse et tombe immédiatement sous son charme. Christophe cherche une employée et décide de l'embaucher. C'était peut-être un besoin de possessivité à l'égard de quelqu'un qui est un peu connu sur la station balnéaire, qui représente socialement quelqu'un qui fait tout pour réussir. Très vite, la jeune femme fait tout pour plaire à son nouveau patron. Mais habitué à être courtisé, Christophe n'y prend pas garde. D'autant que la jeune femme ne montre aucun signe de folie. Elle paraissait absolument pas déséquilibrée, elle ne semblait pas être en proie de troubles quelconques. Elle dit avoir été amoureuse de son patron. Au départ, ça peut arriver à tout le monde. Et ensuite, là où ça a commencé à être étrange, c'est qu'elle décrivait des images qui s'imposaient à elle. Et elle était persuadée, dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a décrit, que cet homme était fait pour elle. Donc, elle est passée dans un délire passionnel, elle était habitée par Christophe. Elle le disait, elle le vivait. Le problème, c'est que ce n'est pas réciproque. Christophe n'a aucun sentiment pour Lucienne. Je n'ai à aucun moment eu une quelconque relation avec cette personne-là. À partir de ce moment-là, la vie de Christophe devient un véritable enfer. Humiliée par le refus de celui dont elle croit être aimée, la jeune femme devient méconnaissable. Après l'amour et les avances sexuelles, viennent les insultes, les menaces de mort.
Jusqu'à cette nuit du mois de février, où Lucienne, en pleine crise, décide de mettre le feu au mas de Christophe. Elle n'a pas supporté que ce qui était pour elle une réalité, une vérité, dans les faits ne le soit pas. Il s'agissait vraiment d'un délire passionnel, et donc de quelqu'un qui n'avait pas toute sa raison. Le procès s'est ouvert 3 mois après le drame. Lucienne a été condamnée à 2 ans de prison ferme avec interdiction d'approcher sa victime et 5 ans d'injonction de soins. Mais rares sont les érotomanes qui guérissent. Sortie au bout de 7 mois de prison, Lucienne n'a jamais revu Christophe. Pourtant, l'ostréiculteur n'a qu'une peur, qu'elle ne réapparaisse un jour dans sa vie. Les tarifs, vous allez voir. Aujourd'hui, je m'attends à tout. Je sais qu'à n'importe quel moment, elle peut se représenter. Je sais qu'elle peut à nouveau essayer d'attenter à mes jours ou à mes proches ou à mes biens. Je m'y prépare. En France, près de 300 000 personnes sont victimes de délires chroniques. L'érotomanie en fait partie. Dans le sud-ouest de la France, en plein centre-ville, un vieillard appelle au secours à sa fenêtre. Il serait en train de mourir de faim. Alertés, les pompiers vont faire face à l'impensable. Dans l'appartement, c'est une vision d'horreur. On marchait carrément sur l'amoncellement d'objets récupérés. Il y avait juste un tout petit passage pour aller aux toilettes. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. Sous les monticules de déchets, ils vont faire une découverte macabre. Les pompiers aperçoivent le corps d'un homme sans vie. À ce moment-là, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce qu'il y a un crime de sang? Pourquoi l'appartement est-il dans un état si terrifiant? Qu'est-il arrivé à cette victime? Retour sur un drame sordide. Nous sommes le 20 janvier 2012, à Agen, dans le sud de la France. En plein cœur du centre-ville, les habitants sont loin de se douter qu'une affaire incroyable est sur le point d'éclater. Comme tous les jours, Rachid, ce cuisinier, prend sa pause. Quand soudain, dans l'immeuble juste en face, des hurlements alertent les passants. Penché à son balcon, un vieillard de 83 ans est en état de panique. L'homme s'appelle Domingo Sierro. Enfermé dans son appartement, il est en train de mourir de faim. Le monsieur était accoudé à sa fenêtre et il était en pleine détresse. Il criait qu'il avait très faim, qu'il était tout seul et qu'il n'avait pas les clés. Donc pas de possibilité de pouvoir sortir de chez lui en fait. Un vieil homme bloqué chez lui et affamé. Les pompiers accourent aussitôt. Ce qu'ils vont découvrir dans l'appartement ce jour-là les laisse sans voix. Et là, on a eu d'énormes difficultés à rentrer puisqu'on n'avait que 40 cm pour passer. L'appartement est dans un état effroyable. Domingo Sierro vit au milieu de ces montagnes de cartons et de déchets, entassés parfois jusqu'au plafond. Le petit 3 pièces est d'une saleté repoussante. Mais c'est en entrant dans l'une des chambres que les pompiers vont faire une découverte terrifiante. Un corps sans vie est enseveli sous les déchets. Ce que j'ai vu chez les Sierro, ça dépasse l'entendement. Un appartement envahi par des milliers de déchets. Un cadavre à l'abandon. Les policiers qui débarquent à leur tour n'en croient pas leurs yeux. Quel terrible secret cache le vieil homme sur le point de mourir de faim? Ce que j'ai jamais eu en 35 ans de police, c'est le vieux monsieur qui appelle à l'aide en disant j'ai faim. Ça alors, c'est un truc que j'ai jamais vu. Quel drame effroyable s'est donc noué dans ce petit appartement du centre-ville d'Agen? L'homme retrouvé dans la chambre a-t-il été sauvagement assassiné? Comment expliquer cet épouvantable amoncellement d'ordures? C'est après plusieurs jours d'enquête que les policiers vont découvrir l'incroyable vérité sur ce fait divers hors du commun. À peine remis de ce qu'ils viennent de découvrir, les enquêteurs lancent aussitôt leurs investigations auprès des voisins du vieil homme. Un retraité de 83 ans, dans un état catastrophique. Les pompiers le conduisent aussitôt vers l'hôpital d'Agen.
Cette personne très âgée était complètement hagard, déconnectée de la réalité. Sa seule préoccupation, c'était de prendre son repas. Mais il ne faisait pas du tout attention à tout ce qui se passait autour de lui. Un vieillard qui n'a d'ailleurs pas pris conscience qu'un cadavre gît à quelques mètres de lui dans son appartement, et manifestement depuis plusieurs jours. Ça se voyait qu'il était décédé depuis un petit moment, mais il n'était pas en putréfaction avancée, donc pas d'odeur, pas de parasites autour de lui, mais il avançait une couleur qui ne laissait aucun doute. Un cadavre sur lequel les enquêteurs vont rapidement mettre un nom, grâce au témoignage des voisins. Il s'agit d'Eugène Siero, le fils du vieil homme. Âgé de 52 ans, il vivait dans l'appartement avec son père, mais aussi sa mère, Ambrosia, une mère introuvable. Eugène Siero est-il mort assassiné? Quel drame s'est joué entre les trois locataires de l'appartement? Comme dans chaque cas de mort suspecte, les policiers décident de faire autopsier le corps. Et en attendant les résultats, ils vont tenter d'en savoir plus sur cette famille d'une discrétion quasi maladive, selon leurs voisins. On les entendait pas, ils rentraient s'enfermer. Ils sortaient et partaient en courant presque. Mais on les voyait pas du tout. Le fils non plus, je me souviens pas du tout l'avoir croisé. Puis les volets étaient tout le temps fermés, c'est la première fois que les volets étaient ouverts. Sinon, on pensait vraiment que l'appartement était désertique, qu'il n'y avait personne. Au gré des confidences, les policiers en apprennent un peu plus sur cette famille d'immigrés espagnols qui, malgré leur installation sur Agen, il y a une quinzaine d'années, parlaient à peine le français. Mais pourquoi rester ainsi enfermés sans parler à personne, dans des conditions abominables? Les Siero avaient-ils peur de quelqu'un? Est-ce qu'on connaissait des ennemis à cette famille? Pas à ma connaissance. On n'est pas dans un bas quartier, on n'est pas... c'est assez difficile à imaginer, c'est difficile à concevoir. Ouais. Pas d'ennemis connus. Pourtant, les enquêteurs s'interrogent. Le fils est mort à seulement 52 ans, à l'insu de tout le monde et dans des conditions sordides. Les policiers vont alors explorer une première hypothèse. Quelqu'un a-t-il pu forcer la famille Siero à vivre dans ce terrible isolement? Voilà, on pourrait imaginer un abus de faiblesse. Et ce qui serait grave, c'est que quelqu'un ait pu imposer ça. Une sorte de prise en charge mentale pour les obliger. Mais alors, qui a pu soumettre la famille à une telle épreuve? Agen, c'est une ville. Il y a évidemment des problèmes de criminalité. Alors Agen, c'est pas Chicago, bien sûr. Nous avons d'abord beaucoup de logements sociaux, beaucoup d'occupations sauvages, ça existe. Il y a des squatteurs, il y a des gens de passage. Les soupçons des enquêteurs se portent immédiatement sur cette communauté bien connue des services de police. Des squatteurs qui traînent avec leurs chiens en plein centre-ville, tout près de l'immeuble de la famille Siero. S'il y a eu abus de faiblesse, était-ce pour profiter des éventuels revenus de cette famille? Vraisemblablement, et le père et la mère, en tant que retraités, devaient toucher au moins les minimums sociaux. Et leur fils lui-même avait, je crois, une activité professionnelle. Des revenus modestes, mais aucune trace de détournement pour autant. Vérification faite, la famille n'avait aucun problème d'impayé ou de fin de mois difficile. Par exemple, leur loyer était payé normalement, il n'y avait pas de difficulté de cet ordre-là. Pour les policiers, l'argent n'est pas la clé de ce terrible fait divers. Écarter, donc, la piste d'un squatteur. Ils vont dès lors échafauder un deuxième scénario. Le drame familial. Car depuis leur découverte macabre, un personnage central reste désespérément introuvable. Ce soir-là, on avait un problème majeur. C'est-à-dire qu'on savait que le vieux monsieur qui est à l'origine de l'intervention était à l'hôpital. Le fils, malheureusement, de 52 ans, était décédé, mais il manquait la maman. La question était, est-ce que la dame ne serait pas sous les décombres? C'est quand même parfaitement plausible. Hein. Donc on a quand même cherché un bon petit moment et on l'a pas trouvé. L'absence d'Ambrosia Siero éveille fortement les soupçons des enquêteurs qui se demandent alors si elle n'aurait pas joué un rôle dans la mort de son fils.
La première hypothèse, c'est un problème de famille qui a mal tourné, agression, qui finit mal. Est-ce ce huis clos familial qui a donné lieu à un coup de folie meurtrier? Plus que jamais, les questions restent en suspens. À ce moment-là, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce qu'il y a un crime de sang? Où est la mère? Bon, voilà. On est dans une situation de grande inconnue. Mais après avoir fait le tour des commissariats et des hôpitaux de la région, les enquêteurs obtiennent la réponse à toutes leurs questions. En réalité, Ambrosia Sierro est hospitalisée depuis des semaines dans un établissement de la région. La mère de la victime est définitivement exclue de la liste des suspects. Pour autant, le commissaire Nadal n'abandonne pas la piste criminelle, car il le sent, cette affaire est totalement hors norme. C'est le principe de base. On ne doit jamais exclure la piste criminelle. On ne doit jamais passer à côté d'un crime qui aurait été maquillé, soit en mort naturelle, soit ça arrive sur les suicides. On doit jamais. Le bon policier est celui qui doute. La piste de la mère écartée, c'est maintenant le comportement du père qui intrigue fortement les enquêteurs. On est entré dans l'appartement, que Domingo Sierro nous a ouvert la porte. On est tombé sur un vieux monsieur extrêmement déstabilisé, très fragilisé. Mais rien ne permettait d'exclure a priori qu'il n'aurait pas eu sur un coup de sang un geste fatal pour son fils. Seulement, une information va brusquement remettre en cause le scénario des enquêteurs. Les révélations du rapport d'autopsie qui vient de tomber. En effet, Eugène Sierro, le fils, n'a pas du tout été la victime d'un meurtre. Le médecin fait l'autopsie, vous dit que c'est une mort naturelle. Parce que le médecin a ouvert le corps, a examiné et trouve ce sont des faits. Le fait est là, c'est une mort naturelle. Selon le rapport d'autopsie, Eugène Sierro est décédé des suites d'une embolie. Un caillot de sang aurait obstrué son artère pulmonaire. Une embolie à 52 ans alors qu'il n'avait aucun problème de santé connu. Les policiers s'interrogent, son décès serait-il lié aux conditions sordides dans lesquelles vivaient les deux vieillards et leur fils? Il faut replacer ça dans son contexte. Vous n'êtes pas dans une chambre au Ritz, dans laquelle un type bien habillé est mort tranquillement sur le lit impeccable. C'est pas ça. Vous êtes dans un appartement où il y a des ordures partout, mais malgré ça, vous voyez que dans cet appartement, dans ce désordre, le monsieur est quand même allongé sur ce que vous pensez devoir servir de lit. Par rapport à la condition dans laquelle il vit, parce que vous ni moi, nous pourrions dormir là-dessus, mais lui, oui. Or justement, c'est le témoignage d'une voisine qui va relancer l'enquête. Certes, les Sierro vivaient reclus, pourtant il leur arrivait de sortir pour une raison étrange. Je les voyais partir le soir, vers 19h. Ils allaient, on m'a dit qu'ils allaient ramasser les saletés que les gens jetaient au marché. Voilà. Les parents avaient l'habitude de se promener dans la ville et d'arpenter les rues et de récupérer un certain nombre de choses. Les enquêteurs sont stupéfaits. Cette famille sans histoire aurait donc volontairement entassé tous ces déchets dans son appartement. Un amoncellement presque frénétique. Les cartons et autres déchets collectés dans la ville obstruaient leur propre espace vital. On marchait carrément sur l'amoncellement d'objets récupérés. Il y avait juste un tout petit passage pour aller aux toilettes. Je ne vous décris pas l'état des toilettes. Le volume est tel qu'il n'y a quasiment plus d'espace disponible. Au courant de l'affaire, un agent des services sociaux de la ville va alors apporter un élément déterminant aux enquêteurs. 4 ans plus tôt, à l'occasion d'une simple fuite d'eau, des agents municipaux avaient découvert l'appartement des Sierro dans le même état. Ils l'avaient alors vidé de tous ses détritus. Donc il y a déjà eu un premier signalement. Mais là, manifestement, on n'est pas sur un problème social. On est sur un problème médical, et voire même psychiatrique. On sort d'un problème social. Hein. Car malgré le nettoyage de fond en comble de leur appartement il y a 4 ans, la famille Sierro avait de toute évidence repris de plus belle ses mauvaises habitudes. Mais alors, quelle maladie pourrait bien expliquer cette incroyable affaire?
C'est alors qu'un journaliste informé de l'enquête va avancer une hypothèse dans l'un de ses articles. Une piste qui va mettre la puce à l'oreille des policiers, car elle colle en tout point à leur constatation. La famille Siero souffrirait d'un mal étonnant. Le syndrome de Diogène. C'est la presse locale qui m'a parlé de ce syndrome de Diogène, et en m'expliquant un petit peu grossièrement, hein, et en toute objectivité, je ne connaissais pas le terme. Hein. Le syndrome de Diogène, qui doit son nom à Diogène de Sinope. Ce philosophe de la Grèce antique devenu célèbre car il avait choisi de vivre comme un clochard, reclus dans une jarre. Un syndrome découvert en 1975 par ces deux psychiatres, Clark et Mankicar. Diogène, un trouble du comportement causé par un sentiment de solitude extrême, après un décès par exemple, et qui pousse des personnes âgées, mais aussi des jeunes, à se retrancher du monde pour se rassurer face à une peur panique de l'avenir. Ils ont un rapport très pathologique aux objets. C'est-à-dire que les objets n'ont pas la même importance que pour vous et moi. Ils peuvent soit les accumuler, soit en avoir aucun. Ils ont un rapport très pathologique à leur corps. Alors souvent, c'est des gens qui ne se lavent pas, mais ça dépasse bien le problème d'hygiène. C'est-à-dire que pour eux, pareil, le corps n'existe pas. Et puis, ils ont un rapport pathologique aux gens. Ils ont tendance à considérer que le monde est un peu hostile et les gens sont un peu hostiles et ils entretiennent très peu de relations. Du coup, ils sont reclus, un peu comme des ermites. Un syndrome qui peut frapper les plus modestes comme les Siero, mais pas seulement. Certains cas sont même devenus célèbres dans l'histoire, comme celui des frères Collier. En mars 1947, la police new-yorkaise investit l'immense appartement de ces deux frères richissimes, d'une 60aine d'années. Les agents découvrent alors un étage entier rempli de 130 tonnes de déchets accumulés au fil des années. Les deux frères Collier ont même creusé des galeries dans ces montagnes de détritus pour pouvoir circuler. Leurs corps seront d'ailleurs retrouvés sous l'une d'elles qui s'est effondrée. En certains endroits, la masse de détritus atteint plus de 2 mètres de haut. Mais le cas le plus célèbre reste celui du mythique Howard Hughes. L'une des plus grandes fortunes d'Amérique. Un milliardaire original qui va devenir l'un des plus grands aviateurs de son temps, l'un des plus grands producteurs d'Hollywood aussi. À son palmarès, de nombreuses conquêtes parmi les plus belles actrices. Elizabeth Taylor, Rita Hayworth ou encore Katharine Hepburn. Un destin hors du commun, avant une descente aux enfers. À 63 ans, Howard Hughes s'enferme dans une chambre d'hôtel dont il ne ressortira jamais plus. Son corps y sera découvert 7 ans plus tard. Le milliardaire clochard ne pesait plus que 40 kilos. Richissimes ou modestes, les victimes du syndrome de Diogène présentent pourtant quelques points communs avant de sombrer. Les familles nous disent que c'était des gens un petit peu particuliers avant d'être malades. Pour ceux qui deviennent malades un peu tard dans leur vie, qui présentent un syndrome de Diogène un petit peu tardif, les gens, quand on interroge la famille, nous disent qu'il était pas très sociable, il était un peu spécial dans son contact, un peu sec, il mettait un peu les gens dehors, il n'aimait pas qu'on vienne chez lui. Ça, on entend ça souvent. Pour les enquêteurs, plus aucun doute. Une nouvelle fois, le syndrome de Diogène a conduit au drame. Dans l'affaire Siero, les policiers s'expliquent enfin pourquoi le fils est mort à seulement 52 ans, d'un caillot de sang dans les artères. Une chose est certaine, c'est que dans le cas que vous relatez, d'après ce que j'ai compris, il est mort d'embolie pulmonaire, et ça, c'est en lien avec le syndrome de Diogène. Donc, effectivement, le fait de rester reclus chez lui, peut-être ça a favorisé un caillot dans la jambe, et que pour une raison que je ne connais pas, il a bougé, il s'est mis à marcher, et que donc ce caillot a migré et a causé une embolie pulmonaire. À la lumière de cette révélation, les enquêteurs imaginent alors aisément les circonstances qui ont mené à ce 21 janvier 2012. Domingo Siero, 83 ans, appelle à l'aide ce jour-là, car il meurt effectivement de faim.
Sa femme, Ambrosia, est hospitalisée depuis plusieurs semaines. Et le cadavre de son fils gît à quelques mètres sans qu'il n'en ait réellement conscience. Enfermé dans son syndrome et incapable de sortir, il n'a plus rien à manger depuis des jours. Un enchaînement tragique, les voisins n'ont rien soupçonné. L'immeuble dans lequel ils étaient est un immeuble tellement banal, tellement peu caractéristique, tellement normal, qu'il était difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose d'extraordinaire à cet endroit-là. Si il n'y avait pas eu la fin dramatique pour le fils Siro, je pense qu'aujourd'hui encore, à 150 mètres d'ici, on aurait une famille là, qui continuerait d'accumuler des choses dans l'indifférence générale, et on ne le saurait pas. Depuis cette affaire, pris en charge, Domingo et Ambrosia couleraient désormais des jours tranquilles dans une maison de retraite. D'après les rares études effectuées sur le sujet, le syndrome de Diogène toucherait plus de 15 000 personnes en France.